Le parfum boisé et doux de sa peau se mêlait à l'air frais des vignobles. Quand ses lèvres ont trouvé les miennes cette nuit-là, mon cœur s'est emballé. Camille. Élise a murmuré mon nom, ses doigts s'emmêlant dans mes cheveux bouclés. À ses 52 ans, elle avait quelque chose qui me désarmait complètement. Et j'étais là, à 28 ans, perdue dans ses yeux qui brillaient dans la pénombre. Nous ne devrions pas faire cela, murmura-t-elle contre mes lèvres, mais ses bras me rapprochaient encore plus. Pourquoi pas? Demandai-je, la voix brisée entre désir et peur. Parce que j'ai l'âge d'être ta mère, répondit-elle, mais elle ne me lâcha pas pour autant. Le vent des vignobles apporta l'arôme des fleurs, et à cet instant, j'ai su que je vivais quelque chose d'unique. Pour la première fois, quelqu'un me regardait vraiment, avec respect. Mais est-ce qu'un amour interdit par la différence d'âge pourrait bien se terminer? Étais-je prête à affronter le monde pour elle? Ce qui s'est passé dans les mois suivants fut des montagnes russes émotionnelles qui ont failli tout détruire, mais qui m'ont aussi appris ce que signifie aimer vraiment. Si toi aussi tu es tombée amoureuse de quelqu'un que tout le monde disait inadéquat pour toi, abonne-toi à la chaîne et active la clochette pour ne manquer aucun détail de cette histoire qui va te montrer que l'amour véritable ne suit pas les règles de la société. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, partage cette vidéo. Car parfois l'amour le plus improbable est exactement ce que notre âme cherchait. Maintenant, laisse-moi te raconter comment tout a commencé. 3 mois avant ce baiser qui a tout changé, j'étais dans mon appartement à Paris, regardant les murs vides et me demandant où j'avais tant échoué dans la vie. Tu es pathétique, Camille. Tu n'es rien. Ce furent les derniers mots que Justine me dit avant de claquer la porte. 2 ans de relation qui m'avaient brisé de l'intérieur. 2 ans à être diminuée, contrôlée et manipulée. Justine avait une façon cruelle de me faire sentir petite. Cette tenue ne te va pas bien. Pourquoi ris-tu si fort? Tes amies sont ennuyeuses. Je préfère qu'on soit juste nous deux. Au début, je pensais que c'était de l'attention. Ensuite, j'ai compris que c'était une prison. Quand j'ai finalement rompu avec elle, j'étais épuisée. Je ne pouvais même plus dessiner. Ma passion pour le design graphique s'était perdue quelque part entre les critiques constantes et la peur de ne pas être assez bien. C'est ma cousine Amélie qui m'a suggéré la retraite. « Camille, tu as besoin de te reconnecter avec toi-même », m'a-t-elle dit pendant notre déjeuner dominical. Je connais un endroit incroyable dans les vignobles de Bordeaux. Une amie y est allée et en est revenue transformée. Je ne sais pas, Amélie. Ces trucs de retraite, ce n'est pas vraiment pour moi. C'est exactement pour ça que tu as besoin d'y aller. Insista-t-elle en posant sa main sur la mienne. Tu as perdu ton essence. Tu as besoin de te retrouver. 2 semaines plus tard, j'étais dans le TGV vers Bordeaux, avec un petit sac à dos et le cœur lourd. Le paysage changeait peu à peu. Des immeubles parisiens aux vignobles bordelais, qui s'élevaient majestueusement contre le ciel bleu. La maison dans les vignes était plus accueillante que je ne l'imaginais. Une construction en pierre et bois, entourée de jardins naturels, avec le bruit doux d'un ruisseau qui coulait près. Bienvenue, Camille. Je suis Élise, facilitatrice de la retraite. Quand j'ai levé les yeux pour la saluer, quelque chose d'étrange s'est produit dans ma poitrine. Elle avait les cheveux châtain clair, attachés en chignon décontracté, des yeux gris-bleu qui semblaient voir à travers les masques que nous portons, et une présence sereine qui m'a calmée immédiatement. Enchantée de vous rencontrer, réussis-je à dire, en sentant mes joues brûler. Le plaisir est partagé. Je suis sûre que vous trouverez ici ce que vous êtes venu chercher, répondit-elle avec un sourire genuin. D'ailleurs, je dis toujours à ma fille Marie que ces lieux ont une énergie spéciale pour guérir. Elle vit à Lyon, toujours inquiète de savoir si je vais bien. Elle rit doucement. Les filles, n'est-ce pas, toujours vouloir prendre soin de leur mère. Pendant le dîner de présentation, j'ai rencontré les autres participantes. Nous étions 8 femmes, toutes cherchant une sorte de nouveau départ. Élise expliqua le programme, thérapie de groupe, méditation, yoga, exercice de connaissance de soi. Notre objectif ici n'est pas seulement de nous détendre, mais de briser les schémas qui nous limitent, dit-elle, sa voix douce résonnant dans la salle éclairée aux bougies. Parfois nous portons des blessures qui nous empêchent de vivre pleinement. Ces paroles m'ont touché droit au cœur. C'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Cette première nuit,
Allongée dans le lit simple mais confortable de ma chambre, j'ai regardé par la fenêtre les étoiles brillantes que je ne voyais jamais à Paris. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti une petite étincelle d'espoir. Je n'avais aucune idée que j'étais sur le point de découvrir non seulement qui j'étais vraiment, mais aussi le type d'amour dont je ne savais même pas qu'il existait. Les premiers jours à la retraite furent des montagnes russes émotionnelles. Au début, je me suis surprise à observer Élise, plus que je ne le devrais. La façon dont ses mains bougeaient avec grâce quand elle expliquait un exercice. Comment elle souriait patiemment quand quelqu'un posait une question répétée. Comment ses yeux brillaient quand elle parlait de guérison et de développement personnel. J'ai commencé à chercher des excuses pour être près d'elle. J'arrivais plus tôt aux séances pour aider à disposer les coussins. Je posais des questions supplémentaires sur les exercices. Pendant les repas, je cherchais toujours la place la plus proche de la sienne. « Élise, cette technique de respiration est fascinante. Pourriez-vous m'enseigner plus de détails ?» lui demandai-je un matin en me penchant légèrement vers elle. Elle m'enseigna, et nos mains se frôlèrent brièvement quand elle guida ma posture. J'ai senti un frisson parcourir mon bras. « Vous avez les mains chaudes », commentai-je à voix basse, maintenant le contact plus longtemps que nécessaire. C'est alors que j'ai remarqué que son expression changeait, un éclair de quelque chose, reconnaissance, peut-être peur, traversa ses yeux avant qu'elle ne s'écarte. À partir de ce moment, j'ai senti qu'Élise m'évitait. Pendant les séances de groupe, quand je parlais, elle détournait le regard. Quand je posais des questions, ses réponses étaient techniques, distantes. C'était comme si elle avait érigé un mur invisible entre nous. « Camille, vous devez travailler votre besoin d'approbation », dit-elle pendant une thérapie individuelle, avec une voix professionnelle et froide. Je vois dans votre dossier que vous sortez d'une relation toxique. Il est courant de développer une dépendance émotionnelle. Ces paroles me coupèrent comme une lame. Non pas par la vérité qu'elle portait, mais par la manière dont elle les dit, comme si j'étais juste une autre patiente problématique. « Je comprends », murmurai-je. « Pardonnez-moi si je vous ai dérangé d'une façon ou d'une autre. »« Vous ne m'avez pas dérangé, » répondit-elle rapidement, mais quelque chose dans ses yeux contredisait ses paroles. Je suis sortie de cette séance en me sentant idiote. Comment avais-je pu mal interpréter notre connexion initiale? Comment avais-je pu penser qu'une femme comme elle, mature et accomplie, s'intéresserait à quelqu'un comme moi? Le soir suivant, pendant le dîner, je n'arrivais pas à manger. Le groupe était animé, partageant les découvertes du jour, mais je me sentais transparente, insignifiante. « Camille, ça va ?» demanda Sophie, une des participantes, remarquant mon silence. « Je suis juste fatiguée », mentis-je en forçant un sourire. Élise m'observa une seconde, mais retourna aussitôt son attention vers les autres. Plus tard, me promenant seule dans le jardin, je me demandais si je devais partir. Peut-être n'étais-je pas prête pour cela. Peut-être Justine avait-elle raison quand elle disait que j'étais pathétique. C'est alors que j'entendis des pas derrière moi. « Camille, attendez !» C'était Élise. Mon cœur s'accéléra, mais je m'obligeai à garder ma contenance. « Puis-je vous aider ?» demandai-je avec une voix plus rude que je ne l'avais voulu. Elle s'arrêta à quelques mètres de distance, les mains entrelacées devant le corps. À la lumière de la lune, elle semblait différente, vulnérable, presque fragile. « Je dois m'excuser », dit-elle d'une voix dépourvue de la froideur d'avant. « J'ai été injuste avec vous aujourd'hui. » « Vous n'avez pas à vous excuser pour faire votre travail, » répondis-je en tentant de paraître indifférente. « Il ne s'agit pas du travail, » chuchota-t-elle en s'approchant d'un pas. « Il s'agit de la peur. » « Peur ? Vous me remuez d'une manière que je ne devrais pas admettre, » avoua-t-elle, ses yeux trouvant les miens. Et cela me terrifie. L'air entre nous devint dense. J'avais l'impression de manquer de souffle. « Je ne comprends pas, » dis-je. Bien que je mentisse, je comprenais parfaitement. « J'ai 52 ans, Camille. Vous en avez 28. Je suis facilitatrice de cette retraite. Vous êtes participante. Il y a une différence de pouvoir, d'expérience, de moments de vie. » Sa voix était brisée. Et pourtant, je n'arrive pas à arrêter de penser à vous. Mon cœur battait si fort que ça faisait mal. Je voulais l'embrasser, lui dire que rien de cela n'importait, mais quelque chose m'arrêta. « Alors, que voulez-vous de moi ?» demandai-je, ma voix tremblant. Elle garda le silence un long moment,
regardant vers les étoiles. « Je ne sais pas, » chuchota-t-elle finalement, et c'est ce qui me fait le plus peur. Nous sommes restés là, séparés par quelques mètres qui semblèrent des kilomètres, portant le poids d'une connexion que nous craignions toutes les deux d'explorer. Quand elle se tourna pour retourner vers la maison, j'ai senti comme si une partie de moi partait avec elle. Et pour la première fois depuis mon arrivée à la retraite, j'ai pleuré non pas de tristesse, mais d'un mélange confus d'espoir et de terreur face à l'inconnu. 2 jours après cette conversation dans le jardin, Élise proposa une activité différente. Une randonnée jusqu'au sommet de la colline pour voir le lever du soleil. « Aujourd'hui, nous allons travailler sur les résistances », annonça-t-elle pendant le petit déjeuner. Parfois, ce à quoi nous résistons le plus est exactement ce dont nous avons le plus besoin. Nous sommes partis à 5 heures du matin, encore dans l'obscurité. Le groupe avançait en silence sur le sentier. Seul le bruit de nos pas sur la terre et la respiration lourde de la montée. Je marchais presque à la fin du groupe, et Élise, qui normalement menait, avait ralenti son pas jusqu'à se retrouver à mes côtés. « Comment vous sentez-vous » me demanda-t-elle à voix basse. « Confuse », répondis-je honnêtement. Je ne sais plus ce qui est réel et ce qui est imagination. Elle acquiesça en silence. Nous avons continué à monter ensemble, côte à côte. Quand nous sommes arrivés au sommet, le soleil commençait à peindre l'horizon de doré. Élise nous demanda de nous asseoir en cercle. « Je veux que chacune pense à quelque chose à quoi elle a résisté dans sa vie, » dit-elle, sa voix résonnant dans l'immensité du matin. « Quelque chose que vous savez être bon pour vous, mais que vous avez peur d'embrasser. » Les autres participantes commencèrent à partager. Sophie parla de sa résistance à pardonner à son père, Isabelle de sa difficulté à faire confiance à l'amour à nouveau. Je ne faisais qu'écouter, sentant de temps en temps le regard d'Élise sur moi. « Et vous, Camille ?» me demanda-t-elle avec douceur. Je respirais profondément, sentant l'air pur de la campagne remplir mes poumons. « J'ai peur de faire confiance à ce que je ressens, » admis-je. Ma dernière relation m'a appris que mes sentiments étaient toujours faux, que j'étais trop intense, trop dans le besoin, trop dans l'erreur. Ma voix se brisa. Maintenant, quand je ressens quelque chose de vrai, j'ai peur que ce soit juste une autre de mes erreurs. Le silence qui suivit ne fut pas inconfortable, mais plein de compréhension. « Et vous, Élise ?» demanda Sophie. « Quelle est votre résistance ?» Élise resta un long moment sans répondre, regardant le soleil qui baignait maintenant complètement la vallée. Quand elle parla, sa voix était plus basse, presque un murmure. J'ai toujours cru que l'amour avait un temps correct, un âge correct, un moment correct, dit-elle, les mains tremblant légèrement. Je résiste à accepter que peut-être le cœur ne suit pas ces règles que j'ai inventées pour me protéger. Nos regards se croisèrent de l'autre côté du cercle. Cette fois, elle ne détourna pas les yeux. « J'ai peur que ma fille ne comprenne pas, » continua-t-elle. « J'ai peur du jugement des gens, j'ai peur de ne pas être ce dont une femme plus jeune a besoin. » Elle fit une pause. « Mais je découvre que la plus grande peur de toutes est celle de ne pas vivre ce que mon cœur me demande de vivre. » Le groupe resta dans un silence respectueux, mais je savais que ces mots étaient pour moi. Après la dynamique, pendant que nous descendions la montagne, Élise revint marcher à mes côtés. « Camille », dit-elle en s'arrêtant au milieu du sentier. Le reste du groupe continua à descendre, nous laissant seuls. « Puis-je vous poser une question ? » « Bien sûr. Comment savez-vous quand quelque chose est réel ? Comment différenciez-vous ce que vous ressentez maintenant de ce que vous ressentiez avant ? » La question me prit par surprise, mais la réponse sortit naturellement. Avec Justine, j'essayais toujours de devenir ce qu'elle voulait que je sois, expliquai-je. Je me faisais petite pour correspondre à ce qu'elle attendait de moi. Ici, avec vous, je sens que je peux être moi-même, que vous me voyez vraiment. Je fis une pause, cherchant les mots justes. Il ne s'agit pas d'intensité ou de besoin. Il s'agit de reconnaissance, comme si mon âme reconnaissait la vôtre. Elle ferma les yeux un instant, comme si elle absorbait mes paroles. « Ça fait longtemps que je ne me suis pas sentie vue ainsi, » admit-elle. « Ça fait longtemps que je ne sens pas que quelqu'un s'intéresse à la femme que je suis et pas seulement au rôle que je joue. Et comment vous sentez-vous d'être vue ?» demandai-je doucement. « Effrayée, » rit-elle nerveusement, mais aussi vivante. Pour la première fois depuis des années, je me sens vivante. Le soleil du matin filtrait entre les arbres, créant un jeu d'ombre et de lumière autour de nous.
À ce moment, j'ai senti que quelque chose de fondamental avait changé entre nous. Les résistances étaient toujours là, mais elles n'étaient plus des murs infranchissables. C'étaient juste des peurs que nous devions apprendre à affronter ensemble. « Élise », dis-je en tendant ma main vers elle. Elle regarda ma main tendue pendant un long moment avant d'entrelacer ses doigts avec les miens. « Descendons lentement », chuchota-t-elle. Et nous sommes descendus main dans la main vers quelque chose qu'aucune de nous ne savait nommer, mais que nous savions toutes les deux que cela valait la peine de découvrir. Après cette matinée sur la montagne, quelque chose changea dans l'air entre nous. Ce n'était plus de la tension, mais une énergie nouvelle, pleine de possibilités et de peurs mélangées. Élise commença à se permettre de petits gestes. Pendant les séances, nos regards se croisaient et elle ne détournait plus les yeux. Quand j'aidais à organiser la salle, elle restait près, nos mains se frôlant accidentellement en prenant le même objet. « Merci pour l'aide », me dit-elle un après-midi, ses doigts s'attardant plus que nécessaire sur les miens en recevant une pile de coussins. « C'est un plaisir », répondis-je en sentant la chaleur de sa peau. Le soir, quand les autres participantes se retiraient, nous avons commencé à nous retrouver dans le jardin. Des conversations qui s'étendaient pendant des heures, parlant de tout et de rien. « Comment était votre enfance ?» lui demandai-je une nuit pendant que nous marchions sur le sentier éclairé par la lune. « Trop traditionnel », rit-elle. « Mes parents voulaient que je suive un chemin conventionnel, me marier jeune, avoir des enfants, être une bonne épouse. J'ai fait une partie de cela, mais je ne me suis jamais sentie complète. Et maintenant, vous sentez-vous complète ?» Elle s'arrêta et me regarda. Je ne sais pas si quelqu'un arrive à se sentir complètement complet, mais pour la première fois depuis longtemps, je sens que je suis sur le bon chemin pour découvrir qui je suis vraiment. C'étaient nos dialogues, profonds, authentiques, sans les masques que nous portions devant les autres personnes. Une nuit, elle me montra son lieu préféré de la retraite, un petit banc en bois caché entre les arbres d'où on voyait toute la vallée. « Je viens ici quand j'ai besoin de réfléchir », dit-elle en s'asseyant à mes côtés. « À quoi pensez-vous le plus ces derniers temps ?» demandai-je, en devinant déjà la réponse. « À vous », admit-elle sans hésiter. « À comment il est possible de ressentir autant pour quelqu'un que j'ai rencontré il y a si peu de temps ?» Mon cœur s'accéléra. « Et cela vous fait peur ?»« Beaucoup », chuchota-t-elle. « Mais cela m'émeut aussi d'une manière que j'avais oubliée qui existait. » Lentement, elle tendit la main et caressa mon visage avec une délicatesse qui me fit fermer les yeux. « Camille ?» murmura-t-elle mon nom. « C'est bon, » chuchotai-je, « je suis là. » Notre premier baiser fut doux, hésitant, chargé de peur et de désir. Quand nous nous sommes séparés, elle appuya son front contre le mien. « Je ne sais pas comment cela va bien se passer, » confessa-t-elle. « Moi non plus, » admis-je. Mais je sais que je ne veux pas arrêter d'essayer. Les jours suivants furent un mélange de rencontres et de moments d'intimité de plus en plus profonds. Élise me montrait des côtés d'elle qu'elle gardait cachés. Sa passion pour l'astronomie, sa collection secrète de poésie, ses insécurités sur le fait de vieillir seule. « Parfois je me sens invisible », me dit-elle un après-midi pendant que nous préparions le goûter pour le groupe. « Une femme de plus de 50 ans seule, la société vous met sur une étagère et oublie que vous existez. Vous ne pourriez jamais être invisible, » lui dis-je en m'arrêtant pour la regarder. « Vous illuminez n'importe quel endroit où vous entrez. » Elle sourit, mais je vis des larmes dans ses yeux. Ça fait si longtemps que personne ne me faisait sentir ainsi. De mon côté, je m'ouvrais aussi de façon que je n'avais jamais faite auparavant. Je lui racontais mes rêves frustrés comme désigneuse, comment Justine avait détruit mon estime de soi, ma peur de ne jamais être suffisante pour quelqu'un. « Justine se trompait », me dit Élise avec fermeté. « Vous n'êtes pas trop intense. Vous êtes intense dans la juste mesure. C'est de la passion, pas du manque. Et il y a une énorme différence. Pour la première fois depuis des années, j'ai vraiment cru quand quelqu'un me disait cela. Mais tout n'était pas parfait. » Élise avait encore des moments de recul quand la réalité de notre différence d'âge la tourmentait. « Et si les gens pensent quand même que je profite de vous ?» me demanda-t-elle une nuit après avoir passé des heures à converser enlacés. « Qu'est-ce que ça peut faire ce que les gens pensent ?» répondis-je, bien que je vois que pour elle ce n'était pas si simple. « Ma fille va penser que je suis devenue folle », murmura-t-elle. « Une femme de mon âge s'impliquant avec quelqu'un du vôtre. Votre fille vous aime,
Elle voudra votre bonheur. Je ne sais pas si elle comprendra que ceci est du bonheur, dit Élise avec l'angoisse évidente dans sa voix. Ses doutes commencèrent à ouvrir de petites fissures dans notre monde parfait. Je voyais Élise lutter avec elle-même, et cela me rappelait douloureusement comment je me sentais avec Justine, toujours en train de douter, toujours incertaine. La différence était que cette fois, je savais que le problème n'était pas avec moi. C'était avec les peurs que la société avait semées en nous deux. « Élise, lui dis-je une nuit en prenant ses mains. Je ne veux pas que vous souffriez de m'aimer, mais je ne peux pas non plus vivre en prétendant que ceci n'est pas réel. Je sais, chuchota-t-elle. C'est juste que tout est si intense, si rapide. L'amour ne suit pas un calendrier, répondis-je. Parfois il arrive au bon moment, parfois à l'inattendu, mais quand il est vrai, nous le savons. Alors elle m'embrassa avec une intensité qui semblait vouloir mémoriser chaque seconde avant que tout ne change. Parce que nous savions toutes les deux que notre bulle de protection dans la retraite n'allait pas durer éternellement. Bientôt nous devrions affronter le monde réel, avec tous ses jugements et complications, mais pour l'instant nous avions encore ces moments volés sous les étoiles, découvrant que l'amour le plus improbable peut aussi être le plus transformateur. La dernière semaine de la retraite arriva comme une date d'expiration pour notre amour. Élise était plus tendue, je pouvais le sentir. Pendant les séances, elle évitait de me regarder directement, et nos rencontres nocturnes se firent de plus rares. « Nous devons parler », me dit-elle un après-midi avec une voix trop formelle pour ce que nous étions devenus. Nous nous sommes retrouvés dans le jardin au coucher du soleil. Elle était différente, distante, comme si elle se préparait déjà à dire au revoir. « Camille, j'ai beaucoup pensé à nous », commença-t-elle en regardant la vallée au lieu de me regarder. « À ce qui va se passer quand la retraite se terminera. » Mon estomac se contracta. « Et qu'avez-vous conclu ? Que peut-être nous vivons un fantasme ?» dit-elle finalement en me regardant. « Ici, c'est un monde à part. Là-bas, les choses sont différentes. » « Différentes comment ? Vous avez toute une vie devant vous. J'ai une fille qui doit comprendre mes décisions. J'ai une réputation professionnelle, une communauté qui me connaît d'une certaine manière. » Sa voix commençait à trembler. « Et j'ai 52 ans, Camille. Peut-être que maintenant vous ne le voyez pas, mais cette différence d'âge va peser. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup dans l'estomac. Alors, c'est tout ? Vous allez abandonner ce qu'il y a entre nous ? Ce n'est pas abandonner, c'est être réaliste. Non, me levai-je du banc, la colère montant dans ma gorge. C'est de la peur. C'est faire exactement ce que vous m'avez appris à ne pas faire. Résister à ce que votre cœur demande. Ce n'est pas si simple. Si ça l'est, criai-je sans me soucier de savoir si quelqu'un pouvait nous entendre. Vous me faites sentir exactement comme Justine me faisait sentir, comme si mes sentiments n'étaient pas valides. Le silence qui suivit fut assourdissant. Élise me regarda comme si je l'avais giflée. « Ce n'est pas juste, » chuchota-t-elle. « Juste serait de me donner une vraie chance. Juste serait de ne pas décider pour moi ce que je peux ou ne peux pas supporter. » Les larmes commencèrent à couler sur mon visage, mais je ne m'arrêtai pas. « Vous croyez que je ne sais pas ce que je ressens ? Que je ne comprends pas les difficultés ? Je le sais, Élise. Je sais que les gens vont nous juger. Je sais que votre fille peut ne pas approuver. Je sais que nous sommes de générations différentes. Mais je sais aussi que je ne me suis jamais sentie aussi moi-même avec quelqu'un. Jamais je ne me suis sentie si aimée, si respectée, si vue. » Elle pleurait maintenant aussi. « Et si ça se passe mal ? Et si vous vous lassez de moi ? Et si vous découvrez que vous voulez quelqu'un de votre âge ? Et si ça se passe bien ? Ripostai-je. Et si nous sommes heureuses ? Et si nous découvrons que l'âge n'est qu'un nombre quand l'amour est vrai ? » Élise se leva et commença à marcher de long en large, les mains dans les cheveux. « Ma fille, Camille, elle est tout pour moi. Si elle ne l'accepte pas, alors battez-vous pour nous avec elle. Montrez-lui que c'est réel. Comment vais-je expliquer à une fille de 30 ans que je suis amoureuse de quelqu'un de 28 ? Allez-vous lui dire la vérité, que vous êtes tombée amoureuse, que vous méritez d'être heureuse, que l'amour n'a pas demandé la permission pour arriver ? » Elle s'arrêta et me regarda avec une expression qui mélangeait désespoir et désir. « J'ai tellement peur, » confessa-t-elle. Je m'approchai et pris son visage entre mes mains. « Moi aussi j'ai peur, mais je préfère risquer qu'on me brise le cœur en essayant,
que de vivre en me demandant « et si » le reste de ma vie. Pendant un long moment, nous sommes restés là, nous regardant dans les yeux avec l'avenir incertain flottant entre nous. Alors elle m'embrassa. Ce ne fut pas un baiser comme les précédents. Il était intense, plein de toute la passion et la peur que nous ressentions. Quand nous nous sommes séparés, elle appuya son front contre le mien. « Et si nous essayions » chuchota-t-elle. « Et si nous essayions vraiment malgré tout ?»« C'est tout ce que je demande, » répondis-je. « Je vais appeler Marie demain, » dit-elle avec une voix ferme pour la première fois de toute cette conversation. « Je vais lui parler de vous. Et si elle ne comprend pas ?» Élise sourit entre les larmes. « Alors j'utiliserai vos mots. Je lui dirai que le cœur ne demande pas la permission pour aimer. Cette nuit-là, nous avons dormi ensemble pour la première fois. Il ne s'agissait pas de passion, mais de connexion. De deux femmes décidant que l'amour qu'elles ressentaient valait tous les risques. Nous ne savions pas que l'appel qu'Élise ferait le lendemain changerait tout d'une façon que nous n'attendions pas, que Marie nous mettrait face à la plus grande épreuve que notre amour devrait affronter. Mais à ce moment, enlacés sous les étoiles des vignobles de Bordeaux, nous croyions que l'amour serait suffisant. L'appel d'Élise à Marie ne se passa pas comme nous l'espérions. « Maman, tu es devenue folle », ce furent les premiers mots que j'entendis à travers le téléphone, bien que j'étais dans la pièce d'à côté. Une femme de mon âge, c'est ridicule. Je vis le visage d'Élise se briser pendant qu'elle tentait d'expliquer. « Marie, chérie, ce n'est pas ce que tu penses. C'est exactement ce que je pense. Tu traverses une crise de la cinquantaine et tu vas te faire du mal. Cette fille profite probablement de toi. » Chaque mot de Marie était comme un coup de poignard. J'ai senti ma gorge se serrer. Elle n'est pas une fille, c'est une femme, et elle ne profite pas. Maman, tu as 52 ans. Qu'est-ce qu'une personne de 28 ans peut vouloir avec toi à part la sécurité financière ou une aventure avec une femme plus âgée? Le téléphone se coupa brusquement. Élise resta immobile, tenant l'appareil avec des larmes tombant en silence. Ainsi commença la pire période de nos vies. Élise se ferma complètement. Elle évitait d'être seule avec moi. Elle ne maintenait que des conversations professionnelles. Elle agissait comme si les derniers jours n'avaient jamais eu lieu. Je me sentais comme un fantôme errant dans la retraite. Les autres participantes remarquèrent la tension. Sophie me demanda même si j'allais bien. « Je vais très bien », mentis-je, en forçant un sourire qui ne convainquait personne. Dans l'avant-dernière nuit de la retraite, je n'en pouvais plus. Je frappais à la porte d'Élise à 2h du matin. « Camille, nous ne pouvons pas. »« Écoutez-moi seulement, » suppliai-je. Juste une dernière fois. Elle ouvrit la porte à contre-cœur. Elle était en pyjama, les yeux gonflés d'avoir tant pleuré. « Votre fille a peur, » dis-je sans détour. « Elle ne vous connaît pas amoureuse. Elle ne sait pas comment vous êtes quand vous êtes vraiment heureuse. Pour elle, vous avez toujours été juste la mère forte, la professionnelle compétente. Elle ne peut pas imaginer que vous ayez des désirs, des rêves, des passions. » Camille, je n'ai pas fini, continuai-je avec une voix plus ferme que je ne l'espérais. Elle a dit des choses cruelles parce qu'elle a peur de vous perdre à quelqu'un qu'elle ne comprend pas. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que vous ne m'appartenez pas, Élise. Nous nous appartenons mutuellement. Élise s'assit sur le bord du lit, se couvrant le visage avec les mains. Et si elle a raison? Et si je suis vraiment ridicule? Alors je préfère être ridicule et heureuse que sensée et vide, répondis-je en m'agenouillant devant elle. Élise, vous m'avez appris que résister à ce que le cœur demande est la plus grande violence que nous puissions commettre contre nous-mêmes. Elle me regarda à travers les larmes. J'ai tellement peur de ne pas être suffisante pour vous. Et moi j'ai peur de ne pas être suffisante pour vous, admis-je. Mais savez-vous ce que j'ai appris avec Justine? Que la peur de ne pas être suffisante me faisait accepter des miettes. Avec vous, j'ai appris que je mérite un amour qui me voit entière, et vous aussi vous le méritez. Nous avons passé la dernière nuit de la retraite à converser jusqu'à l'aube. Quand les autres commencèrent à se lever, Élise prit une décision. « Je vais à Lyon », dit-elle. « Je vais parler à Marie en personne. » « Et vous retournez à Paris. Donnez-moi le temps de résoudre cela avec elle. » C'était douloureux, mais je comprenais. Certaines batailles doivent être menées seules. 3 semaines passèrent sans nouvelles. 3 semaines où je retournais à mon appartement vide et tentais de reprendre ma vie. Mais tout semblait sans couleur après Élise. Puis, un jeudi pluvieux, mon téléphone sonna.
Camille, c'est Élise, mon cœur s'accéléra. Bonjour. Pouvez-vous venir à Lyon? Il s'est passé quelque chose. J'ai besoin de vous. Le désespoir dans sa voix m'effraya. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Je suis malade. Ce n'est rien de grave, mais ça fait 3 jours que je suis au lit et Marie n'est pas là. Elle est partie en voyage d'affaires et je n'ai pas pu lui parler. J'arrive maintenant, dis-je, cherchant déjà des billets sur l'ordinateur. J'arrive dans quelques heures. Quand j'arrivai à l'appartement d'Élise à Lyon, je la trouvais pâle, avec de la fièvre, clairement affaiblie. Vous êtes venue, chuchota-t-elle comme si elle n'y croyait pas. Bien sûr que je suis venue, répondis-je, et j'allai directement à la cuisine préparer une infusion. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas mangé? Je ne sais pas, 2 jours. J'ai passé les 3 jours suivants à prendre soin d'elle, préparant des soupes, donnant des médicaments, lui lisant quand elle était trop étourdie pour regarder la télévision, simplement tenant sa main quand la fièvre montait. « Pourquoi faites-vous cela ?» me demanda-t-elle la 2e nuit, après que j'ai passé des heures avec des compresses froides pour faire baisser sa fièvre. « Parce que je vous aime, » répondis-je simplement. Et quand on aime quelqu'un, on s'en occupe sans condition, sans peur, sans que l'âge importe. Ce fut le 3e matin que nous entendîmes la clé dans la serrure. « Maman, je suis revenue du voyage plus tôt parce que... » Marie s'arrêta net en me voyant sortir de la cuisine avec un plateau de petit déjeuner. Le silence fut insupportable. Marie me regarda, puis sa mère dans le lit, puis moi à nouveau. « Vous devez être Camille, » dit-elle d'une voix froide. « C'est moi, » répondis-je en tentant de garder mon calme. « Marie, chérie, laisse-moi expliquer, » commença Élise. Mais Marie leva la main. « Il n'y a rien à expliquer, maman, » dit-elle, bien que ses yeux étaient fixés sur moi. « Je vois que vous vous êtes occupée d'elle. Elle avait une forte fièvre. Elle n'arrivait même pas à se lever, » expliquai-je. Marie s'approcha du lit de sa mère, lui prit la température avec la main sur le front, regarda le verre d'eau fraîche sur la table de nuit, les fleurs que j'avais achetées pour égayer la chambre. Puis elle me regarda, et, à ma surprise, ses yeux étaient pleins de larmes. « Pouvons-nous parler dans la cuisine ?» Mon cœur battait fort, mais je la suivis jusqu'à la cuisine. Elle ferma la porte derrière nous. « Il y a 3 semaines, j'ai eu une dispute avec ma mère, » commença-t-elle d'une voix tremblante. 3 semaines sans bien parler, parce que je lui ai dit des choses terribles sur vous deux. Je gardais le silence. Ces jours où j'étais partie, je n'ai pas arrêté de penser. Ma mère ne m'a jamais appelée pour demander de l'aide. Elle est trop fière. Mais ce matin, une voisine m'a envoyé un message disant qu'il y avait une jeune fille qui s'occupait d'elle depuis des jours. Marie essuya ses larmes. Je suis revenue, en m'attendant à trouver, je ne sais pas ce que j'attendais, peut-être une profiteuse, quelqu'un s'amusant avec une femme plus âgée. Elle me regarda directement. Mais je vous ai trouvé, vous, préparant de la soupe, avec les médicaments organisés par horaire, avec des fleurs fraîches, et ma mère a un éclat dans les yeux que je ne voyais pas depuis des années. Mon cœur monta dans ma gorge. J'ai été idiote, continua Marie. J'étais tellement préoccupée de protéger ma mère de ce qu'on lui fasse du mal, que je n'ai pas vu que celle qui pouvait lui faire du mal, c'était moi, avec mes préjugés, mes jugements. Marie, non, laissez-moi finir. Vous aimez ma mère. Je le vois dans la façon dont vous avez organisé les médicaments, dans la façon dont vous avez laissé de l'eau fraîche à sa portée, dans la façon dont vous avez acheté des fleurs jaunes qui sont ses préférées, et vous ne le saviez même pas, n'est-ce pas? C'était de l'instinct. J'acquiesçais émue. Et elle vous aime. Je n'ai jamais vu ma mère parler de quelqu'un comme elle parle de vous, avec tant de vie. Marie respira profondément. Je suis une fille terrible. J'ai passé des semaines à la faire se sentir mal d'avoir trouvé l'amour. Et le pire, un amour qui lui fait clairement du bien. Maintenant, je pleurais aussi. Vous n'êtes pas une fille terrible. Vous protégiez quelqu'un que vous aimez. Je vous comprends. Pouvez-vous me pardonner? Et puis-je connaître qui vous êtes vraiment? Pas la femme de 28 ans qui sort avec ma mère de 52 ans, mais Camille, celle que ma mère aime tant. Et alors quelque chose arriva que je n'attendais jamais. Marie m'embrassa, et dans cette étreinte, j'ai senti que non seulement je récupérais l'amour de ma vie, mais que je gagnais aussi une famille. Si cette histoire a touché votre cœur,
Si elle vous a rappelé que vous méritez un amour libre et authentique, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Car parfois l'amour le plus improbable est exactement ce que notre âme cherchait.